Donc voilà mon chez moi. Pardon, je vais remettre le côté français. Voilà. Voilà, et donc en fait au rez-de-chaussée t'as tout la production, hein, production planning. Ouais. Et premier étage, les achats, les RH. Ouais. Le projet au deuxième étage. Donc le projet c'est des Norvégiens qui gèrent le projet. En production il n'y a que des Vietnamiens excepté Kurt que tu as vu à côté là. Ouais. Qui est le seul dans mon équipe qui est norvégien. Troisième étage projet et voilà. Et le reste c'est de la production de partout. Donc toi ton boulot ici, Et donc c'est Loulou, sort de ce corps. ouais, Loulou, ça va, c'est quoi. Et donc en gros t'as un directeur général qui chope les commandes. Ouais. Un peu partout dans le monde avec tous les bureaux de Vard dans le monde, donc au Brésil, en Norvège, en Roumanie. Brésil, Norvège, Roumanie, Italie. Donc lui il fait la partie commerciale. Et quand on prend une commande, moi je prends en charge avec l'équipe production. En gros t'as 650 ouvriers, 150 cadres agents de maîtrise Ouais. pour encadrer tout le monde. Et après, les 650 ouvriers, on double souvent avec ce qu'on appelle les travailleurs loués. Donc c'est des travailleurs temporaires à qui on fait des contrats à durée déterminée. Et on monte jusqu'à 1000 personnes, 1000 ouvriers. C'est pour ça qu'on a un staff aussi important. C'est pour ça qu'on a 150 personnes dans le staff. C'est que les ouvriers, on a 650 de base et on peut monter jusqu'à 1000, 1100. Et du coup, on a un staff qui permet d'encadrer tout ça. Et ça on n'a pas du tout en Europe parce que c'est interdit. Mais c'est du travail d'intérim, mais que tu peux faire pour 3 jours. Quoi. Ouais. Tu peux prendre 500 intérimaires pendant 3 jours, et après tu les relâches. Et on fait ça très souvent en fait. Ce qui fait que par rapport à la France où on n'a pas le droit de faire ce genre de truc, on est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Ouais. Donc voilà, en gros c'est ça, 650 ouvriers qui peuvent monter jusqu'à 1200, 150 staff, agents de maîtrise, contremaîtres, cadres, managers, comme on dit. Voilà. Et avec ça, on est organisé par... on a une équipe qu'on dédie pour gérer le bateau par projet. Donc qui sont plutôt des parties projets qui coordonnent à bord, on va les voir. Et après on a des départements, des corporations. Donc on a une corporation coque métallique qui fabrique les coques, une corporation électricien, une corporation tuyauteur, une corporation menuisier charpentier, une corporation logistique qui gère les grues, les plateformes de levage, etc. Et une corporation peinture. Voilà. Et avec ça, en gros, on construit un bateau. Donc voilà, et on va commencer par la partie coque. Est-ce que je peux garder la caméra comme ça dans les bureaux ou pas? Peut-être pas. Ouais, après les bureaux, tu veux aller voir tous les bureaux? Non. En fait, par exemple en sortant là? Ouais. Non, peut-être pas. Ouais. Trop gênant. Je la laisse discrètement. Ouais, et en fait, on va aller voir la partie prod avant, puis on ira voir les bureaux après. On verra la partie prod de jour. Good evening. Là, on les a fabriqués nous-mêmes, on a acheté des tôles, on les a découpées, on les a soudées après, on les a peintes nous-mêmes. Et là, on est en train de construire, tu verras dans notre atelier, là, un pont roulant jaune comme ça, là, de 10 tonnes. On fabrique nous-mêmes et qu'on va installer dans l'atelier que tu vois là-bas. Bon voilà, après la prochaine étape, c'est les nappes de pont. Qui sont faites là au fond de l'atelier. Les nappes de pont. Les nappes de pont, en fait, c'est le plancher du pont. Plancher, D'accord. Voilà. C'est le plancher du bateau. On assemble des tôles de 12 mètres entre elles pour en faire un ensemble qui fait en gros 12 mètres par 18 mètres. 18 mètres étant la largeur standard, on va dire, d'un bateau. Juste en aperçu, on fait des petits bateaux aluminium là, parce que le navire de croisière qu'on fait, il aura deux petits bateaux aluminium à l'arrière qu'on peut venir gruter dans l'eau pour que les gens aillent explorer les criques, etc. Extra. Donc là, on fait 2 bateaux de 11 mètres en aluminium qu'on fait nous-mêmes aussi. Et ça, c'est... c'est le toit, le roof du bateau. De ces petits bateaux, d'accord. d'accord. Ils sont très moches, hein, mais voilà. C'est pour les glaces, ça, non? Ouais. Et en fait, on en fait 2. Mais... Non, eux, ils vont plutôt là où ils font le plus de croisières, c'est la Tasmanie, le sud de l'Australie. D'accord. Donc il n'y a pas encore de glace, c'est la partie la plus sauvage de l'Australie, je crois. Et ici, en fait, c'est une chaîne de transfert automatique. On pose les panneaux de 12 par 3 mètres.
qu'on met bout à bout comme ça, qui viennent de la découpe que tu as vu au bout de l'atelier. Et en fait, on vient les mettre bout à bout comme ça, et avec une machine de soudage sous flux, où est-ce qu'elle est, là-bas, là. En fait, c'est une technique de soudage avec une tôle, avec 2 tôles comme ça que tu mets bout à bout jusqu'à 35 mm d'épaisseur. Ouais. On amorce un arc, et l'arc traverse la tôle. Et pour, bon, en gros, je pourrais sans entrer trop dans le détail. Après, c'est un tracteur automatique, donc on amorce l'arc et après ça soude automatiquement sans soudeur tout le long de la tôle. Avec on appelle ça la pénétration de la soudure qui est parfaite. C'est-à-dire qu'après on fait des tirs radio et si tu plies la tôle et que tu veux la casser, elle cassera jamais au niveau de la soudure, elle cassera ailleurs. Ouais. Les 2 énormes différences avec un chantier français, c'est qu'on sous-traite rien. Donc en France aujourd'hui on sous-traite tout. À Saint-Nazaire par exemple, la découpe de tôle, une partie est sous-traitée, les panneaux sont sous-traités, même des blocs sont sous-traités. Le formage est quasiment entièrement sous-traité. Et ici on sous-traite rien. Donc on fait vraiment tous les métiers. Donc ça c'est chouette parce que du coup tu vois, en étant ici tu vois tous les métiers en interne, tu ne dépends pas d'un sous-traitant. Ouais. La deuxième grosse différence, c'est que les gens sont travailleurs. Ça c'est un deuxième de série. On en a livré un. On l'a livré l'année dernière au mois d'avril. Et le client en fait fait tellement d'argent avec, il en a commandé un autre dans la foulée. Ça marche super bien, et donc ils nous ont commandé le deuxième extra il y a 1 an. Et les plans ils viennent d'où c'est vous? Ça c'est des plans faits par Vard. Ouais. Vard prend le plan, on appelle ça le basic design, c'est les plans généraux d'architecture navale. Donc les formes du navire, la longueur, la largeur, la propulsion, comment sont disposées les pièces. Ça c'est fait par Vard. Ensuite tout ce qui est detail design, donc l'ingénierie de détail, c'est fait ici par des Vietnamiens. Donc les plans de détail, où est-ce qu'on coupe la tôle, comment on assemble le tuyau à l'intérieur, ça c'est fait par les Vietnamiens ici. Donc après ici tu as une... ça c'est le truc que j'ai fait en arrivant aussi, parce qu'en fait les ouvriers n'ont pas du tout d'endroit ici. Ils arrivaient de chez eux en motobike et ils allaient directement à bord. On a fait un endroit par corporation. Ouais. Avec tu vois, le planning de la journée, le nom des gars, ce qu'ils font. Génial. On met des consignes. Ils mangent ici aussi? Non, on a une cantine, mais c'est pareil, tu vois, ils font la sieste tous les jours. Mais il n'y avait rien de prévu pour eux. Donc ils faisaient la sieste sous le bateau, par terre, sur des cartons. Donc le fait qu'on ait fait ça, ça leur permet ils peuvent se mettre là, ils dorment, ils mettent des hamacs. Ils peuvent tous leur crochet avec le hamac dans le coffre et dans le... Ça fait partie des trucs avec les Norvégiens. C'est pas leur problème. Ouais, quand je suis arrivé ici, le directeur général, qui fait le commerce, je dis les gars qui bossent 9 heures par jour, 6 jours par semaine, qui veulent dormir 20 minutes par jour, c'est pas choquant quoi. Et autant leur fournir, au lieu de dire non c'est interdit, puis de laisser les gars dormir n'importe où, autant leur fournir l'endroit douane. Et puis... On arrive avec le bloc et on le roule dans l'axe de la plateforme de montage jusqu'à ce qu'il soit parfaitement aligné avec le bloc d'à côté. Ouais. D'accord, mais au millimètre près. Hein. Et après on le pose sur on met deux traverses comme ça de chaque côté. On enlève la traîne et ensuite on insère d'autres traverses. Une fois que la traîne est enlevée, et on met ces blocs de bois pour supporter le bloc. Et après on tire avec des palans sur les roues que tu vois là pour le coller à celui d'à côté. Et après on ajuste les tôles entre elles. C'est parce que là tu vois que ça tombe pile poil, mais c'est jamais pile poil au millimètre. Ouais. Donc on tire dessus avec des vérins, on ajuste, voilà. Et après on envoie des soudeurs souder tout ça. Et on va aller en machine. Dès que les blocs sont assemblés entre eux, tu mets un maximum de tuyaux dedans, parce qu'un bateau, pour que ça fonctionne, il faut en gros des tuyaux, des câbles électriques. Donc qui dit câble électrique dit des chemins de câbles métalliques que tu vois là pour passer les câbles. Ouais. Et une fois que tu as des tuyaux, des câbles électriques, c'est ce qu'on appelle de l'armement coque, c'est-à-dire les mots en français, des garde-corps, des portes, toutes ces choses qui sont pas de la coque et dont tu as besoin pour finir la structure et finir les pièces. Donc tu as les tuyaux, l'électricité des câbles
et l'armement coque, c'est-à-dire les parquets, les garde-corps, etc., les fenêtres, les portes. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as terminé tout ça, on a ce qu'on appelle un jalon de travaux par point chaud, c'est-à-dire qu'on a fini toute la partie soudure, et uniquement après ça, on envoie la partie charpentier. Donc ils viennent faire l'isolation, la menuiserie, les cloisons et tout le petit truc, les petits travaux d'aménagement qui sont plus apparentés à du bâtiment. Et donc la partie spécifique navale, construction navale, c'est la charpente tôlerie, la construction des blocs, l'assemblage des blocs, l'installation de la tuyauterie, de l'électricité et de l'armement en navire. Et ensuite on termine par tout ce qui est, on va dire, plus hôtellerie, bâtiment, quoi. Là tu as 3 diesels alternateurs. Donc ce navire, c'est une propulsion électrique, c'est-à-dire que c'est les diesels qui alimentent des gros dynamos, des alternateurs, et qui distribuent du courant via des gros câbles électriques de forte puissance à des pods à l'arrière, donc des moteurs électriques immergés qui font avancer le navire à l'arrière du navire. Comme sur la Normandie. Hein. Comme sur la... Ouais, c'est un diesel électrique à Normandie. Ouais, Ouais. c'est Avec des pods aussi. Ouais. Je crois qu'il y en a un. Ouais, mais les diesel électriques, c'est ce qu'il y a de plus... En fait, ça permet au moteur de tourner toujours à la même vitesse et du coup d'avoir une bien meilleure consommation de gasoil, bien plus efficace. Potentiellement être immergé en cas de voie d'eau en dessous. Et au-dessus, là, si tu commences à avoir de l'eau au-dessus de ce pont de franc-bord, c'est que t'es mal, quoi. Apparemment, c'est pas conçu pour. C'est pour ça qu'en bas, t'as vu, il y en a des portes étanches. Je sais pas si t'as vu, mais c'est des portes étanches hydrauliques. Et ici, t'as plus de portes étanches, c'est des portes comme à la maison. C'est juste des portes coupe-feu comme dans un. Et là, les passagers, ça c'est leur partie. Hein, alors non, là c'est toujours, là c'est aménagement, c'est la partie aménagement, mais c'est la partie encore équipage. D'accord. T'as des cabines d'équipage. Des cabines d'équipage. Donc on va aller voir. Tu vois attention à la tête. C'est l'échafaudage au format vietnamien. Donc une fois qu'on a fini la tôlerie, tu vois, donc, la tôlerie, tu as fini tous tes éléments soudés de tuyauterie, de ventilation, de chemin de câble. On vient isoler. Et après l'isolation, on vient mettre la cloison. Et ça, c'est des cabines, c'est des modules douche. Voilà. Donc t'as un chiotte, un douche et un évier. Ah ouais, dis donc. Et ça vient, ça on l'achète tout fait par contre. Ça c'est fait en Corée. Et concrètement, quelle est ta mission sur le chantier? Personne se tue. Essayer d'animer l'équipe, c'est-à-dire que les gens se parlent, surtout les Norvégiens avec les Vietnamiens, les Vietnamiens entre eux, que les tuyauteurs parlent avec les... Enfin voilà, quoi, là, tu vois, faire en sorte que les gens se connaissent et se parlent. Et après, c'est être sûr qu'on a les bons outils pour voir où est-ce qu'on en est, parce que là, je te dis, ce bateau, il est vachement en avance et il est bien, tu vois, il est quasiment prêt à être livré. C'est difficile de s'en rendre compte juste en allant à bord. Donc pour ça, on mesure, tu vois, combien de câbles on installe par semaine, par jour. On regarde quel devrait être l'objectif par semaine pour voir après où est-ce qu'on en est. Et l'idée, c'est d'avoir en permanence l'état d'avancement pour savoir si on est plutôt en avance, plutôt en retard ou plutôt à l'heure. Ouais. Après, ça vient aussi avec l'habitude, c'est qu'en traversant un bateau, tu peux vite voir si c'est en retard ou pas quand tu es à 6 mois d'une mise à l'eau, à quoi devrait ressembler le bateau, quoi. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Oui, et du coup, moi, la journée, c'est en gros le matin, dès que j'arrive, parce qu'une autre des missions, c'est de faire en sorte que les gens travaillent et utilisent bien leur temps. Donc qu'ils ne prennent pas 4 heures de pause, que les managers soient bien avec les contremaîtres soient bien avec les chefs d'équipe avec leurs ouvriers. Et du coup, moi en gros le matin quand je viens, c'est 1 à 2 heures sur site, où je fais le tour du site complet, dire bonjour à tout le monde et contrôler un peu l'avancement, la sécurité, tout ça. Après pas mal de réunions justement d'avancement ou pour des points techniques particuliers ou des trucs un peu plus de fond avec les RH ou des suivis commerciaux pour chiffrer des bateaux par exemple. Voilà, donc ça on va dire c'est 1/3 du temps. Donc 1/3 du temps sur site, 1/3 du temps en réunion et l'autre tiers au bureau, quoi. Ouais. Préparer des trucs, recevoir des gars. Sachant que les gars que je reçois, je ne peux pas recevoir d'ouvriers parce qu'ils ne parlent pas anglais, je ne parle pas vietnamien. Donc c'est surtout mon équipe rapprochée, c'est surtout j'ai un adjoint norvégien que tu as rencontré, la Kurt,
un adjoint vietnamien que tu n'as pas rencontré, mais qui est le gars qui est vraiment le chef direct des Vietnamiens. Et après, tous les managers qui dépendent de lui, les cadres, ils dépendent de lui. Mais du coup, je travaille beaucoup en direct avec eux. Et après, dans mon équipe indirecte, mais qui sont dans mon équipe quand même, qui dépendent de Kurt, là, du Norvégien que tu as vu, c'est les responsables de chaque projet. D'accord. Donc eux, ils sont attitrés pas par corporation, mais par projet. Et des cabines de chaque côté, avec le balcon là qu'on a fermé provisoirement parce qu'on reçoit les fenêtres en retard. Mais là, tu as un balcon avec un pont ici, là, tu as ton petit balcon et tu as le pont en imitation tech. La rambarde là, en inox. Et tu as un pare-vue de chaque côté, donc tu as ta cabine. Je vois, la petite table, les 2 chaises et voilà. La vue. Un bateau pour combien de passagers? 120. Ouais. 120. Donc c'est très limité, hein. Comparé à Saint-Nazaire, c'est 4000. Mais la différence, c'est qu'ici, ils sont pas là pour profiter du bateau en lui-même, ils logent dans le bateau. C'est un comportement technique, mais il y a pas grave. Là, ils sont finis par contre de peindre. Mais on va les voir dans l'autre, ce sera plus intéressant, je pense. Et Voilà, ils sortent à terre assez souvent pour aller visiter. On appelle ça un navire d'exploration. Ils n'explorent rien du tout, mais c'est les gens qui ont plus l'impression d'être aventuriers que l'Australien moyen qui va faire son tour en Méditerranée. Par exemple, c'est pour ça que là, tu vois, là, il y a un panneau qui manque, il faut mettre au-dessus. Tu as les 2 petits bateaux aluminium qui sont stockés au-dessus, on les translate à l'arrière, avec une plateforme qui descend dans l'eau. Les gars, les passagers, ils descendent là et ils embarquent directement sur leur bateau en aluminium. Génial. Et ils vont avec une crique voir les dauphins. Cap Palangrier, navire de pêche. Pour les glaces. 5000 hameçons. Ouais. Chaque hameçon, tu as un leurre, un petit bout de barbac de poisson. Donc ils les laissent pendant quelques jours. C'est en gros le film pêche et mer, là, entre terre et mer. C'est la pêche à la palangre. Ils mettent des grandes lignes comme ça, et après ils les remontent. Ils parviennent et ils ramassent une morue à chaque D'accord. truc. Donc là il y en a 25 000, ils remontent par un trou qui est au milieu du bateau. Pour pas que les gars soient sur le bord par merdis, avec les vagues et tout. Ouais. Ils sont les mers du sud là. Il y a un trou au fond du bateau. De la ligne, il la faut remonter par là, et après de manière automatique il remonte les 25 000 hameçons par là, à l'intérieur du bateau. Ouais. À l'intérieur tu as une usine où il décroche le poisson, il le vide, il le nettoie, il le congèle, il le met en boîte, et il le congèle et il le garde congèle dans le bateau. Et quand il débarque en Australie, ou à la Réunion, parce que la Réunion il y a beaucoup de palangriers comme ça, pour aller pêcher dans les taffes, les palangriers français. Et les boîtes elles partent, le poisson il est congelé directement ici 20 minutes après avoir été pêché et il reste congelé jusqu'au congélateur de Madame. En route d'un navire, c'est d'abord on met sous tension le navire, c'est la première chose. Donc on a un tableau principal, on met sous tension et on distribue l'électricité partout et on vérifie que le fil rouge est bien connecté avec le bouton rouge et voilà en gros partout et le fil vert avec le bouton vert. Et on met les fluides dans tous les tuyaux. Donc on met de l'air comprimé dans les réseaux d'air comprimé, on met de l'eau dans les circuits d'eau, et du gasoil dans les circuits de gasoil et de l'huile dans les circuits d'huile en gros. On vérifie qu'il n'y a pas de fuite, on vérifie que ça va bien du point A au point B, que les vannes marchent bien et que et du coup on démarre, une fois qu'on a fait ça, qu'on a de l'électricité et des fluides partout, et ben on démarre les équipements un par un. Ouais. Les équipements ils sont achetés d'un fournisseur, nous on les a raccordés avec nos réseaux d'électricité et de tuyaux. Une fois qu'on a vérifié que tout est bien câblé, raccordé, que ça ne fuit pas, on fait venir le fournisseur qui vient, fournisseur du moteur, et il appuie sur le bouton en start, et là on vérifie que ça marche bien.
Donc c'est pas grand chose à faire pour un compresseur d'air ou une machine à laver, parce que c'est le cas aussi pour une machine à laver. Et pour un moteur, il y a plein d'équipements à démarrer eux-mêmes avant de démarrer le moteur en lui-même. Donc ça dure, en gros ça dure 2-3 mois. Entre le moment où on met à l'eau et où le bateau peut partir, c'est la phase d'essai. Donc on a 2 mois en gros d'essai à quai. Ensuite on va en mer et on valide la propulsion pour les essais à la mer. Et on revient et là pendant quelques jours, semaines, on traite les remarques liées aux essais. Une petite fuite, un boulon qui s'est desserré et les remarques liées à l'armateur qui vient aux essais à la mer. Et là fait des remarques. J'aime pas la couleur de la moquette, donc ça on lui répond c'est niette parce qu'on avait convenu avant la signature du contrat que ce serait violet et pas rose. Donc ça on refuse. Mais il y a des remarques, je sais pas, il y a un reflet en fenêtre passerelle, la spécification dit que les fenêtres passerelles ne devraient pas avoir de reflet, donc là on traite le problème pour lui. Ouais. Donc ça, qu'est-ce que c'est comme bateau? Ça c'est un PSV, c'est un navire de support de plateforme offshore qui sert à peu près à tout. À stocker le ciment. Donc le ciment qui sert à sceller les têtes de puits de forage. Donc lui il peut stocker le ciment, il peut stocker les boues issues du forage, il peut loger des personnes à bord, il peut t'as un hôpital à bord, voilà. Il peut faire un peu tout ce qui est t'as un système incendie très puissant. Je sais pas si t'as vu le film Deepwater Horizon. La plateforme dans le golfe du Mexique là, qui a explosé. Tu as en permanence autour d'une plateforme de forage 3 bateaux comme ça qui s'occupent de ravitailler les équipages, de prendre soin de leur santé, d'assurer les rotations de personnel et en cas d'incendie, c'est eux qui viennent éteindre l'incendie. Le bateau est super sale en fait. C'est la folie. Au pied, ouais. Ce matin, j'ai pu faire tout le tour de Vantao là. En moto? En moto, ouais. Ah ouais? Je suis venu quasiment ici. C'est pour ça que je toute la matinée? Pendant 1 heure, j'ai fait tout le tour par les grands axes. T'as été voir le kiné de Sophie là? Ouais. Et alors? Top, hein? Il est pas mal, non? J'ai l'impression d'avoir pris 3 cm. Ah, moi je trouve top. Ah oui, il est top, ouais. Oui, il a l'air sympa. Ouais. Alors voilà, chantier naval de Pierre. Et la rade de Vantao. Tout ça là, c'est des parcs d'élevage de langoustines. Langoustine, tout ça là. Ouais. Il y a un mois, on a dégommé, en fait on avait le dock flottant bleu là. Comme on fait des travaux, on a dû le retourner. Ouais. Il y avait pas mal de vent et du coup le dock flottant il est parti devant. Il y avait une floating house dessus. Hein, ouais. Et là tu as des chantiers navals australiens, là. Deux chantiers navals australiens. Là, côte à côte là. Ils font du bon boulot, ouais. Ouais, globalement, ouais. Ouais, ils travaillent avec des Italiens aussi, donc... Tu arrives à quelle heure le matin? Bon, à 7h quand même. Bon, à quelle heure j'arrive à partir de la maison, mais...
Après, au début, je venais quasiment tout le temps à 7h. Et maintenant, au début, il fallait vraiment que je connaisse, que j'aille et tout. Ouais, puis la route, ça fait plutôt pas mal. Ah ouais, non, la route, c'est super. C'est combien? C'est un quart d'heure? 20 minutes, ouais. 20 minutes. En moto, le matin, c'est super, mais j'aime bien les odeurs de par la couche et tout. Ouais. Un petit déj. En fait, tu filmes là? Bon, écoute, c'est un peu cher à la boîte en école. C'est bien que je leur économise un Je deviens pédagogue. Voilà. Donc c'était une formation sur le management et le principe de subsidiarité avec une partie théorique et une partie pratique où je leur avais fait faire, je leur ai fait construire un bateau comme ça. Ils avaient 3 équipes et une équipe où le chef était avec ses gars et faisait le boulot avec eux, et une équipe où il prenait une demi-heure pour préparer un plan comme ça, leur préparer un planning. Et où il donnait les lignes principales, la stratégie, comment découper les pièces en premier, donc il y avait des pièces comme ça à découper. Donc là, tu vois, il a préparé, il a dit vous commencez par la coque, ensuite vous faites le pont, voilà. Après, il devait transmettre toutes les infos à son agent de maîtrise. Son agent de maîtrise devait faire le plan détaillé et le filer aux ouvriers. Donc il perdait du temps en faisant ça, mais après, au final, les ouvriers faisaient le travail avec toute l'explication du chef qui avait donné la stratégie, de l'adjoint qui avait donné le comment. Et les ouvriers ils se débrouillaient sur comment faire. Voilà. Et ils avaient 3 équipes et à la fin. Alors, le plus beau bateau. Et en fait, ça c'était je crois que c'est eux là, c'était avec principe de subsidiarité. Donc en fait, c'est pas du tout avéré au final. Non, et ça c'était l'équipe qui faisait tout en direct et à la fin ils avaient fait n'importe quoi. Bref, voilà. Voilà, c'est pas de poussière. Merci bien.